Mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guesnay m'appellent le chair, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représentant, Sect Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur We Hustle, c'est toujours ton émission qui rassemble et motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors Igo, take a seat, non, gros poisson, Ibex s'il est tard. Mes réunionnais savent ce que je viens de dire. PDG, let's get it. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir un survivant. J'ai nommé Nyaki Gassama. Take a seat, Ego. Nyaki, comment tu vas? Ça va, impeccable. Tout va bien? Tout roule. Merci d'avoir accepté l'invitation, Nyaki. J'ai découvert ton histoire il y a peu et j'ai été totalement bouleversé. Et pour ce courage déjà, pour le fait d'être déplacé, d'avoir accepté l'invitation et d'avoir accepté même de te livrer à cœur ouvert, je te dis merci mon frère. Merci à toi. Est-ce que tu peux te présenter, Nyaki, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Moi, je m'appelle Nyaki Gassama. J'ai 29 ans. Je suis né en France. Voilà. J'ai 7 sœurs. Donc, Okay. je suis le seul garçon de ma famille. Et voilà. Quoi dire d'autre? C'est très bien. D'où tu viens? Je viens de l'Essonne, de Brétigny-sur-Orge, dans le 91. T'as toujours grandi là-bas? J'ai toujours grandi là-bas. Et il était comment le jeune Nyaki là-bas à Bretigny? Alors, il était comment, le jeune Nyaki à Bretigny? Il était plutôt discret et pas discret en même temps. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand j'ai grandi, j'étais plutôt un enfant discret, quoi. Tu vois, l'enfant dans son coin, on va dire, quoi, qui allait à l'école comme tout le monde, qui faisait sa vie comme tout le monde. Mais voilà, après, comment dire, quand je dis pas discret, c'est-à-dire c'est au moment où, par exemple, je suis là pour parler de la dépendance. Hein. Ouais. Quand ma dépendance a pris vraiment une grosse tournure, c'est là où vraiment où on va y venir. ça marche. Très bien, Nyaki. Et à l'école, t'étais plutôt bon, toi? À l'école, j'étais plutôt bon, mais on croyait pas en moi. Ah bon? Ouais, On te l'a fait ressentir? bien sûr. Et ça se traduisait par quoi? Au collège, on m'a foutu en sec-pas. Hein. Donc ça s'est traduit comme ça déjà. Ok. Donc dans une école pour les enfants en difficulté. Et moi, c'est comme ça que j'ai vu qu'on croyait pas en moi, quoi. Alors que je voulais pas aller dans cette filière-là, quoi. Voilà, encore une fois, tu sais, moi, je t'ai découvert il y a peu, comme je te le disais dans l'introduction, parce que tu es drépanocytaire. C'est ça. Déjà, avant de nous expliquer ce que c'est, quand est-ce que la maladie a été détectée chez toi? Moi, la maladie a été détectée à l'âge de 4 ans. T'es le seul drépanocytaire dans ta famille? Non, il y a 2 sœurs à moi, 2 grandes sœurs à moi. Donc une sœur qui est juste au-dessus de moi et une autre plus grande sœur qui a la drépanocytose aussi. Mais elles ont une forme moins grave que moi. Donc moi, je l'avais à 100%. Donc, ce qu'on appelle la forme SS. Donc, c'est la forme la plus grave de cette maladie-là. Tu peux nous expliquer ce que c'est précisément? Alors, la drépanocytose, c'est une maladie qui attaque les globules rouges. Donc, les globules rouges, ils sont extrêmement mal formés. Donc, ils sont en forme de lune ou de croissant. Et du coup, ça crée une mauvaise circulation du sang. Et moi, c'est comme ça que j'explique la maladie. Parce que moi, la maladie, j'ai toujours fait un rejet, on va dire. Donc, j'ai jamais voulu comprendre ce que c'était la maladie parce que c'était trop dur pour moi. Donc, moi, comment je connais la maladie? C'est juste qu'en fait, c'est une maladie des globules rouges
qui sont mal formés et qui bloquent la circulation du sang. Mais il y a beaucoup plus de répercussions. Il y a beaucoup plus de choses derrière ça. Mais moi, j'ai toujours voulu, j'ai jamais voulu savoir plus, en fait. Et du coup, cette maladie-là, on pensait que c'était une maladie des Noirs, des Renois. Donc, c'était que l'Afrique qui était touchée. Mais il peut y avoir aussi des pays européens qui peuvent être touchés par cette maladie-là. Mais c'est rare. Et c'est la première maladie génétique au monde. Et ça, on n'est pas au courant. Tes parents étaient drépanocytaires? Ouais. Mon père et ma mère sont des drépanocytaires. Donc, ils ont la moitié, ils ont le gène dans leur sang. Et il s'est développé ils ont développé la maladie, mais dans une forme très minime, quoi. Donc, moi, le fait qu'ils s'accouplent, ben, moi, ça m'a donné la maladie à 100%, quoi. Et eux arrivent à vivre avec sans que les douleurs apparaissent, ou il y a déjà quand même quelques symptômes? Non, eux, ils arrivent à vivre avec, hein, toute leur vie. Moi, j'ai jamais vu mes parents avoir une crise de drépano, jamais. Tu disais que cette maladie est apparue quand tu avais 4 ans. Est-ce que tu as déjà des souvenirs? Alors, moi, à 4 ans, non. Mais à partir de 6 ans, ouais, vers 6-8 ans, j'ai des souvenirs de la maladie, les premiers symptômes, les premières douleurs. De la fatigue extrême. On est très, très fatigué. Et aussi, un drépanocytaire, on le reconnaît avec les yeux. Ils ont souvent les yeux très jaunes, voire rouges, en fait. Et moi, c'est à partir de cet âge-là où je voyais déjà physiquement que j'avais les yeux rouges ou les yeux jaunes et que j'étais fatigué et que même en faisant des efforts physiques, je pouvais pas faire des efforts comme tout le monde, quoi. Et j'avais les premières douleurs aussi qui apparaissaient et au fil du temps, ça a commencé à s'accentuer, quoi. Ça t'a créé beaucoup de carences, même des carences affectives très jeunes, c'est-à-dire, tu sais, t'étais pas forcément tout le temps présent à l'école. Quand il y avait des activités sportives, comme tu l'as si bien dit, t'étais impacté. Est-ce que ça t'a permis ou du moins ça a stoppé ton émancipation? Bah ouais, ça a bloqué le fait que je puisse grandir. Enfin, ça a eu un côté bénéfique et un côté négatif, on va dire. C'est sûr que très tôt, je me sentais pas comme tout le monde. Comme j'ai pu le dire dans les précédentes interviews, c'est que voilà, les activités sportives, on les fait pas. On doit boire beaucoup d'eau tout le temps. Et même le regard des autres, quoi. Le regard des autres, rien que quand les gens nous voient avec les yeux extrêmement rouges ou très jaunes, enfin, le regard, il est beaucoup porté sur nous, quoi. Et les voyages scolaires, par exemple, aller au ski, je me rappelle, ça m'avait très impacté, ça, psychologiquement. Parce que voilà, on n'avait pas forcément les moyens d'aller en vacances avec la famille. Et de partir en voyage avec l'école, c'est une grande chance. Et moi, je pouvais pas aller en voyage scolaire. Et du coup, ouais, c'est un impact. Et psychologiquement, vraiment, c'est un grand impact. Mais à cet âge-là, on le cache, on ne montre pas forcément. On ne montre pas forcément. Et on ne sait pas à qui le dire, en fait. On ne sait pas à qui parler. Et moi, j'ai trouvé une personne vraiment quand j'étais en primaire. C'était un professeur qui était très attentif à mon égard. Et il voyait qu'avec la maladie, c'était très dur, en fait, à supporter. Il voyait que c'est vrai que, enfin, j'étais tout le temps absent et que je peux pas suivre comme tout le monde le cursus scolaire. Que je suis souvent perdu, malgré que quand même, j'avais quand même un bon niveau, mais le fait que je manque beaucoup de cours, je pouvais pas suivre comme tout le monde. Et je me souviens que ce prof-là, il m'a impacté parce que après les cours, souvent, il me gardait dans la classe pour que je puisse pleurer et parler, en fait. Et la preuve de l'impact que ça a eu sur moi, c'est que je me souviens toujours. Comment il s'appelle ce monsieur? Monsieur Sarlabou. Ouais, une grosse pensée pour lui. Et cette parole-là, il n'y avait qu'à lui, je pouvais m'exprimer. Parce que voilà,
la maladie, elle est dure, elle est dure dans le côté avec la famille. C'est dur à l'extérieur. C'est dur partout. Et voilà, nous, on grandit dans des familles où on dit pas nos ressentis, nos sentiments. On partage pas tout ce qui est. Enfin voilà, je pouvais pas parler en fait. Et j'ai trouvé que ce prof-là qui vraiment m'a permis de me livrer dans ce temps-là. Mais étant fils de drépanocytaire, tes parents t'auraient pas pu te livrer à eux? Bah, Ou eux-mêmes n'avaient pas forcément conscience de la douleur que tu avais, de la maladie avec laquelle tu vivais? non, je pense que ma mère, c'est ma mère qui me suivait le plus dans cette maladie-là. Mais je pense pas qu'elle était consciente vraiment de la douleur que c'était pour moi. Mon père non plus. Mon père, il était pas conscient. Et mon père, je pense qu'il a beaucoup eu un rapport où il voulait montrer inconsciemment, enfin, que j'étais comme tout le monde en fait. Ça veut dire qu'il me regardait en étant un fils normal, alors que je n'étais pas. Enfin, je suis pas comme les autres, c'est vrai. Hein. Je suis pas comme les autres. Je suis malade en fait, donc je peux pas avoir le même traitement que les autres. Et du coup, ouais, de la maladie, on n'en parlait pas de la maladie du tout. On ne parlait pas de la maladie de la drépanocytose. Et mes parents aussi, ils comprennent pas le français, donc du coup, ils connaissent pas aussi la maladie. Ils en savent rien du tout de la maladie. Voilà, on leur dit votre fils est drépanocytaire, mais ils comprennent pas. Ce qu'ils vont comprendre, c'est faut boire de l'eau, faut qu'ils boivent de l'eau, et quand il est en crise, il va avoir très mal, il faut le ramener à l'hôpital. Mais au-delà de ça, ils connaissent rien de la drépano, malheureusement. Et même toi, tu sais, tout à l'heure, je te parlais de ton émancipation, même, tu sais, au sein de la fratrie, tu disais que t'étais pas le cadet, mais tu avais des grandes sœurs. Et des petites sœurs aussi. Une petite sœur. Une ouais. petite sœur. Ouais. Oh, t'es l'avant-dernier. C'est ça. Ok. Mais même pour t'imposer, pour faire entendre ta voix, le fait d'être malade, est-ce que ça t'a pas porté préjudice? Franchement, à ce sujet-là, je pense pas. En tout cas, pendant l'adolescence et tout, non, je pense pas. Et après, voilà, c'est une maladie qui isole très rapidement. Donc, et voilà, malheureusement, nous, moi, j'ai grandi dans une fratrie où il n'y a pas beaucoup de communication. Et après, moi, je pense vraiment que c'est la maladie qui a engendré ce truc-là, mais comment après, je sais pas. Et je l'ai appris, c'est récemment aussi, je l'ai appris là que c'est la maladie qui m'a isolé. Moi, ça veut dire que moi, j'ai pas de lien fort avec mes sœurs. Il n'y a pas de discussion entre frères et sœurs. Moi, j'étais le garçon à la maison, et quand je rentrais à la maison, je m'isole dans ma chambre. Et après, le pourquoi du comment, ça faut creuser. Ça, c'est un travail que je fais maintenant, mais oui, c'est compliqué après, oui, pour se faire entendre à la maison, c'est compliqué, bien sûr. Et les conséquences de la maladie sur ton quotidien, c'était lesquelles? Avant la greffe? Avant la greffe, tout à fait. Alors, avant la greffe, je vais me répéter, hein, les absences à l'école, etc. Le fait de pas faire du sport comme tout le monde, et l'aspect psychologique, moi, c'est ça qui a été le plus compliqué. Parce que voilà, comme physiquement, je suis pas très costaud, enfin voilà, petit en taille, on se fatigue plus que tout le monde, etc. Psychologiquement, on se dit on n'est pas comme tout le monde, donc on prend un bon coup, quoi. Et c'est compliqué. Après, moi, j'ai toujours été fort, donc j'ai toujours, eu l'air fort, hein, mais j'ai toujours mis ce masque-là, et je pense que je me suis quand même bien débrouillé, quoi, malgré tout ça. Mais c'est le lien, c'est compliqué, le lien avec les autres. On cache tout, quoi, on cache qu'on est malade. C'est compliqué. C'est très dur, mon frère. Et tu viens de m'emboîter le pas en parlant de la greffe. Elle est intervenue en quelle année? En 2007. T'avais 13 ans. Ouais, 14 ans.
14 ans, pardon. Comment ça s'est passé? Cette greffe était vitale pour toi? Alors, moi, je pense que c'était vital parce que, voilà, la maladie, comme je l'ai dit, j'avais la forme la plus grave. Après, si j'aurais pas eu la greffe, est-ce que j'aurais des conséquences très graves? Je sais pas. Mais une greffe de quoi précisément? Une greffe de moelle osseuse. Mhm. Donc, c'est un liquide qui se trouve dans la colonne vertébrale qu'on prélève et qu'on injecte au malade. Et comment ça s'est passé? C'est que moi, en fait, du jour au lendemain, je me suis retrouvé dans un bureau face à un médecin. Il y avait ma sœur à côté. Et on nous a parlé de la greffe. Mais moi, j'étais adolescent, très jeune, je comprends rien. Et comme moi, j'avais déjà ce rejet de la maladie, moi, j'écoutais à peine ce que le médecin disait. Ma mère, qui comprend pas le français, je pense qu'elle n'a pas compris, qu'elle n'a même pas compris la moitié de ce qu'on lui a dit. Ma sœur aussi, qui était adolescente. Enfin, c'est inconsciemment, c'est comme si on nous avait imposé le truc, en fait. On a dit à ma famille, voilà, il y a une solution, c'est la greffe, il va être guéri. Mes parents, la famille, ils acceptent, hein. Ils acceptent et moi, j'ai pas le souvenir que ma famille était conscient qu'il pouvait avoir des effets secondaires et qu'on pouvait même mourir de la greffe. Donc, tu t'es fait opérer en 2007. En pardon, 2007, ouais. En 2007, à 14 ans. Ouais. Et c'était quoi les premiers changements? Déjà, tu te sentais mieux? Ou tu croyais te sentir mieux? Non, je croyais me sentir mieux. Exactement. C'est exactement ça le truc. Déjà, pendant la greffe, si je peux me permettre de parler de la greffe, déjà, on comprend rien de ce qui nous arrive déjà. On comprend rien. Moi, je pensais que j'allais passer une semaine à l'hôpital à peine, hein. Je pensais que j'allais passer une semaine. En fait, ça a duré plus de 6 mois, hein. C'est sur l'hospitalisation, plus la remise en forme dans un hôpital pour se remettre en forme. Et en fait, je subissais, moi, pendant la greffe. Je subissais, on m'a dit que j'allais guérir, j'y croyais, mais je faisais pas attention. Je pensais pas. Après, on est tellement dans le mal aussi par rapport au traitement, la chimiothérapie, c'est tellement dur qu'on pense même pas à l'après, quoi. On subit et on attend. Et même physiquement, je suppose qu'il y avait la perte des cheveux. Ouais. Je suppose que tu étais encore plus atteint, plus fragile. Mais c'était quoi les symptômes apparents? Symptômes apparents physiques, hein. Physiquement, tout à fait. Bah, très, très maigre, hein. Et très, très maigre pendant la greffe. La perte de cheveux. On a la bouche qui gonfle à cause des traitements, des corticoïdes, etc. On peut pas manger, on nous donne à manger, tout ce qui est hygiène, c'est pareil, on peut même pas prendre soin de nous, en fait. C'est des infirmières qui vont venir, qui vont nous faire notre toilette. Et ça, c'est compliqué. Ça, c'est dur, quoi. Et, ouais, physiquement, enfin, on a l'impression qu'on va mourir, en fait, hein. T'es un squelette, quoi. T'es comme moi, en fait. Mhm. Et qu'est-ce qui t'a fait tenir pendant cette difficile période? Franchement, qu'est-ce qui m'a fait tenir? Je ne sais pas. Ma puissance supérieure, je peux pas discuter avec ça. Ça, c'est sûr que voilà, le bon Dieu m'a aidé à tenir. Mais comment, vraiment, je sais pas. Puisque j'ai plus énormément de souvenirs. Donc, tellement j'étais anesthésié. Mais je pensais à rien, en fait. Donc, j'attendais. Donc, franchement, si ce n'est Dieu et ma mère, mais ma famille, je sais pas ce qui m'a fait tenir. Mais depuis tout à l'heure, tu parles de ta sœur et de ta mère. Et il était où le père? Ah, bonne question. Bonne question. Là, c'est une très, très bonne question. Le père, il était, je sais pas. Il était sûrement là avec le cœur. Ça, j'en doute pas. Mais je l'ai vu peut-être une fois, moi, ou deux. En temps d'hospitalisation, je l'ai vu peut-être 2-3 fois maximum. Donc ça, c'est compliqué aussi. On s'en rend pas compte tout de suite, hein. Moi, c'est après que vraiment ça a eu un impact sur moi. Parce qu'on souffre tellement qu'on fait pas attention à ce qui nous arrive.
forcément. Mais ouais, on est seul. On est tout seul. Est-ce que tu lui en as voulu? Pour être sincère, Ouais. bien sûr, je suis un humain. C'est mon père. Bien sûr. Mais tu sais, encore une fois, face à la maladie, tu sais, tout le monde ne réagit pas de la même manière. Bien sûr. Tu l'entends, tu sais, et moi, après, ça n'engage que moi, mais j'aime toujours le rappeler que les femmes sont plus fortes que les hommes. Bien sûr. Bien sûr. Tu vois. Et pendant la même période, tu as fait la rencontre avec les opiacés. Les opiacés, c'est venu avant la greffe. Juste avant la greffe. C'est venu avant la greffe, quand j'avais les crises de drépano. Donc, c'était pour soulager mes douleurs. Et c'est là où j'ai connu, moi, les opiacés. D'accord. Mais déjà, est-ce que tu peux nous dire quel genre de médicaments c'était? D'accord. Parce que c'était des traitements médicaux et qui étaient censés atténuer tes douleurs. Est-ce que c'était efficace déjà dans un premier temps? Et deuxièmement, dans quel état ça te mettait? D'accord. Alors, les médicaments que je prenais, moi, pour la douleur, c'était les opiacés et les morphiniques. Donc, opiacés, c'est tramadol, tout ce qui est tramadol, dafalgan, codéiné. Et après, il y a les morphiniques. Donc, j'ai plus trop les noms des médicaments à base de morphine parce qu'ils sont compliqués, mais celui que je retiens bien, c'est le fentanyl, on va dire. Et ça, j'en ai eu du fentanyl. Pour les douleurs, après, l'effet, c'était efficace, ça c'est sûr, ça c'est clair et net. On peut avoir n'importe quelle douleur, on va prendre ces traitements-là, 10 minutes après, on ressent aucune douleur, il n'y a plus rien. C'est comme si on n'avait jamais eu mal, en fait. Et ça a un effet physique, donc on ressent plus la douleur, mais ça a un effet aussi psychologique. Et l'effet psychologique, c'est que c'est tellement fort que l'expliquer à quelqu'un, enfin, il peut pas comprendre ce que c'est. T'es dans un autre monde, mais t'es dans un monde où t'as l'impression que t'as pas de problème. T'es dans un monde où tu ressens plus rien, tu ressens qu'une chose, mais elle est positive. C'est une sensation qui est tellement bien, elle est cool, hein, c'est vrai, hein. Mais c'est tellement fort que c'est compliqué à expliquer, mais en tout cas, t'es dans un autre monde. Et t'es dans le monde des bisounours, en fait. T'es à la cool. En réalité, t'étais complètement shooté. Bah oui, t'es shooté. T'es défoncé, bien sûr. Et ça, du coup, tes premiers opiacés, tu les as pris avant tes 13 ans. Ouais, avant mes 13 ans. Donc, tu sais, même là, j'ai presque envie de te dire, tu perdais tes facultés même intellectuelles. C'est ça. Je suppose, tu sais, aujourd'hui, il y a même beaucoup de rappeurs américains, entre autres, qui ont fait des overdoses de fentanyl. Tu vois, parce que eux aussi, ils voulaient trouver un degré de plénitude. Tu vois, à outrance. Et ça a causé même des morts. Donc, toi, tu es en train de me dire qu'avant tes 13 ans même, tu étais dans un état de plénitude où tu étais à 13 ans, déjà, je suis adolescent. T'étais stone. Ouais, c'est ça. À 13 ans, je suis adolescent, donc je suis pas encore développé comme un adulte. Absolument. Et rien que de la codéine qu'on peut donner à tout le monde, entre guillemets, rien que ça me mettait dans un état. C'est comme si, à cet âge-là, je prenais de la morphine. Donc, la codéine, moi, ça avait un effet hyper impactant pour moi. C'était hyper fort. Et ouais, à cet âge-là, déjà, j'étais en train de planer, déjà. Mais comme à cet âge-là, voilà, souvent, c'était ma mère qui me donnait les médicaments. Ou quand je les prenais tout seul, je les prenais quand même à petite dose. Mais je planais. Je planais déjà. Ça se voyait pas à cet âge-là encore. Mais depuis tout à l'heure, on parle des crises de drépanocytose. Mais ça se traduit par quoi? C'est osseux. C'est des douleurs osseuses et musculaires. Mais particulièrement, c'est osseux. Et la douleur, c'est une douleur extrême, en fait. C'est comme si on prenait n'importe quel outil pour faire de la mécanique ou pour percer un mur. On perce comme si on perçait ton os, en fait. C'est une douleur où tu sens ton os en train de se plier en deux.
Et t'as tellement mal des fois que t'en deviens inconscient psychologiquement. Enfin, c'est comme je l'ai dit, c'est presque inexplicable des fois. Je peux même pas l'expliquer, la douleur tellement elle est forte. Et ouais, on a l'impression qu'on nous silose comme ça. On nous silose comme ça. C'est impressionnant. C'est dur. Tu sais, Chris Macari, un célèbre réalisateur que je salue chaleureusement, fraternellement, il me disait la même chose, à savoir que c'était des douleurs indescriptibles, mais que lui avait refusé de prendre ses opiacés. Dès le plus jeune âge, pour lui, c'était niette. Il a fait le bon choix. Si maintenant il vit avec la maladie correctement, si je sais pas c'est quoi sa situation actuelle. Il se bat constamment contre la maladie. D'accord. Mais moi, je pense que si pour lui, il a fait le bon choix, oui, il a fait le bon choix. Pour moi, il a fait le bon choix. Personnellement, il a fait le bon choix. Parce que les médicaments, moi, l'histoire des médicaments, donc de la dépendance, on va en venir. Ça a été plus dur que la maladie. Ça a été plus dur que la drépanocytose. Alors que la drépanocytose, c'est déjà une maladie grave et qui est extrêmement dure. Mais la dépendance, c'est un level au-dessus encore. C'est 15 fois pire. Donc, tu as commencé à prendre ce traitement, les opiacés, à l'âge de 13 ans à peu près, plus ou moins à l'adolescence, quoi. Ouais. Et tu as arrêté il y a peu de temps. C'est ça. Donc, pendant toutes ces années, tu étais dépendant des opiacés. Tout à fait. Ça se traduisait par quoi? Parce que j'ai vu ton intervention sur le Media Street Press, que je salue, qui a fait un excellent travail. Tu parlais de ta descente aux enfers en disant que, voilà, tu commettais des vols, tu commettais des infractions, tu rentrais de force dans les pharmacies, t'en venais parfois même à agresser même les pharmaciens, etc., pour avoir tes produits, etc. Donc, moi, je veux vraiment tout connaître. Le processus, dis-moi tout, frérot. Alors, je vais essayer d'être clair, puisque le processus, il est long, et malheureusement, comme je l'ai dit, les médicaments, ils ont impacté mon cerveau, quoi. Ils ont impacté ma mémoire. Donc, il y a des périodes de ma vie que je me rappelle de rien, où c'est le blackout, en fait, tellement j'étais anesthésié. Donc, du coup, la dépendance de mon adolescence, je me rends pas forcément compte. Je me rends pas compte que je suis dépendant, parce que pour moi, je suis malade et c'est normal de prendre des médicaments. Une fois que je suis guéri de la drépanocytose, quand les médecins me disent que j'ai plus besoin d'opiacés et qu'il faut arrêter le traitement, là, en fait, je me rends compte que c'est pas possible. J'ai essayé d'arrêter, comme on me l'a suggéré, mais quand j'ai essayé d'arrêter, déjà physiquement, on a des douleurs de manque qui viennent déjà, et on a l'impression que il nous manque un truc, en fait. Il nous manque un produit qu'on a eu toute notre vie pour pouvoir survivre. Et moi, par exemple, quand je devais arrêter les médicaments, je pensais que j'allais avoir des crises de drépanocytaire, alors que j'étais guéri. Mais psychologiquement, mon cerveau me disait, il te faut les médicaments, sinon tu vas retourner à l'hôpital, sinon tu vas avoir une crise. Et ça, tout ça, c'était inconscient. Je me rendais pas compte encore. Mais j'avais ce truc-là à reprendre les médicaments. Et psychologiquement, pareil. Comme ça impacte le psychisme. Et on tombe en dépression. On tombe dans une anxiété sévère. Et du coup, on reprend pour être normal, en fait. Et c'est à ce moment-là, quand on arrête la première fois, et que tous les symptômes physiques et psychologiques ils apparaissent, c'est là où on voit qu'il y a un problème. C'est là qu'on commence à se rendre compte qu'il y a une dépendance. Et pourquoi les médecins avaient décidé de faire arrêter les opiacés une première fois? Parce que j'avais plus de douleur. C'est ce qui est normal. J'étais guéri de la drépanocytose. Ouais. Donc, j'avais plus de crise de drépano. Il faut arrêter les médicaments au bout d'un moment. Et c'était un cercle vicieux. c'est ça. Et du coup,
moi, c'est là où moi j'en veux aux médecins, entre guillemets, c'est que ils ont pas préparé le terrain, en fait. C'est-à-dire qu'on m'a dit, t'es malade, faut prendre des médicaments, t'es guéri, faut arrêter les médicaments. C'est pas comme ça. Mm. Il y a tout un truc psychologique, en fait, à mettre en place. Absolument. Et ça n'a pas été mis en place. Après, je sais pas si c'est parce que mes parents ne comprenaient pas le français, etc. Je sais pas comment ça s'est fait, mais il manquait ce truc-là. Ça m'aurait peut-être permis de pas avoir cette dépendance-là. Et c'est pas comme ça. Et est-ce que tu as tenté des substituts ou du moins essayé de compenser avec d'autres drogues? Ouais. Bah, déjà, au début, arrivé vers la majorité, vers 18-19 ans, j'ai commencé à fumer du shit, mais c'était plutôt dans un aspect récréatif. C'est-à-dire? C'était pour, on va dire, faire comme tout le monde ou enfin, pour essayer, etc. Mais ça n'a pas duré longtemps. J'ai arrêté au bout d'1 an le shit. Et c'était pas par manque de médicaments, parce que j'en consommais. J'ai des médicaments à cette époque-là, beaucoup. Donc, c'était plutôt pour faire comme tout le monde, on va dire. Voilà, première là de shit, on continue, ça nous fait du bien et on continue, quoi. Mais après, effectivement, ouais, par la suite, j'ai remplacé j'ai d'autres produits pour contrer le manque, quoi. Bien sûr. Comme l'alcool, comme les ballons, là. Les ballons, comment ça, le protoxyde d'azote. Ouais. Ça, j'en ai pris énormément. Et ça, c'est la première fois que j'ai pris ça. Ça m'a ramené à mon enfance. Parce que quand je faisais des crises, on me mettait un masque sur la tête avec un produit, ouais. Voilà. Et c'est le même produit qu'il y a dans ce masque-là, là, pour anesthésier, pour pas sentir la douleur. C'est le même produit. Et la première fois que j'ai pris ça, ça y est, je pouvais plus lâcher le ballon. Parce que je retrouvais l'état que j'étais quand j'étais hospitalisé et que ça me faisait du bien, en fait. Et bah, quand j'étais en manque, c'est ça. Hein. On compense par ce qui nous trouve sous la main. Après, voilà, Dieu merci, j'ai jamais osé toucher à d'autres produits qui sont extrêmement durs, comme l'héroïne ou le crack, etc. Mais en tout cas, les médicaments, c'est pareil. Hein. Cocaïne non plus? Cocaïne non plus, j'ai jamais touché. Mais j'étais déjà dedans, quoi. Enfin, que les médicaments, c'est pareil. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es toujours drépanocytaire? Non, je suis ex-drépanocytaire. L'État t'a aidé? Est-ce que tu as eu des subventions? Est-ce que tu as eu un accompagnement? Livré à moi-même. Il est malade, il a des problèmes. En plus, j'avais de la dyslexie aussi. Enfin, je suis dyslexique, donc voilà. Il y avait tout pour me mettre en SECPA. Mais non, il n'y avait pas de formation pour moi. Il n'y avait pas de truc pour me faciliter la tâche. Ou pour me rendre la vie plus simple. Non, il a dit, voilà, il est malade, il a des difficultés, SECPA, direct, boum. Non, j'ai rien eu. Sincèrement, j'ai rien eu. Je l'aurais dit, hein, si j'aurais eu une aide de l'État, non, j'ai rien eu. Ce que j'ai eu, c'est une carte handicapée. Faut pas faire la queue dans les files d'attente. C'est tout. J'ai rien eu. Donc, aujourd'hui, tu as un statut de personne en situation de handicap? Alors, ce statut-là, je l'ai plus avec la drépanocytose. Mais je vais faire une demande de MDPH qui est en cours. Absolument. Là. Pour la dépendance. Parce que c'est une maladie qui est reconnue maintenant. Exactement. La dépendance, elle est reconnue. C'est une maladie psychologique. Donc là, c'est en train de se mettre en place. Tu fais quoi aujourd'hui pour gagner ta vie? Tu travailles? Je travaille. Ouais, je travaille dans le social. J'ai toujours aimé aider les autres. Donc, tu peux nous dire ce que tu fais précisément? Là, je suis éducateur. Je suis pas diplômé encore, mais je suis éducateur. Je travaille dans les foyers avec les tout ça à l'enfance. Ah, l'ASE. L'ASE, tout à fait. Et c'est excellent, franchement, t'es un battant et nous, on a besoin d'entendre ce genre de discours. Donc rien que pour toutes ces choses-là, déjà, je te dis merci, Niaki. Et toi, dans ta relation amoureuse, ça a eu un impact, ça? La descente aux enfers, les opiacés? Oui. La drépanocytose, non. Ça va. Je pense pas que ça ait un impact sur ma relation amoureuse, parce que j'en ai une qui a duré longtemps, qui a duré 7 ans, et ça avait pas d'impact
Encore, et j'étais jeune, donc voilà. Et quand j'étais pas à une phase de dépendance aussi aux médicaments élevés, donc il n'y avait pas d'impact encore sur ma vie. Mais en tout cas, oui, après, au fil du temps, oui, la dépendance, elle a un impact sur toute ma vie, quoi. Sur tout, tout, tout. Et c'était quoi le regard de ta famille sur ta chute, ta descente aux enfers? C'est dur à expliquer, mais bah, déjà, au début, comme moi-même, je suis dans le déni, déjà, bah, eux aussi, ils sont dans un déni, logiquement. Je pense qu'au fond d'eux, ils sont au courant qu'il y a un problème avec les médicaments, mais ils sont dans un déni aussi. Et au début, la famille... Après, moi, quand je suis sorti du déni, je leur ai dit quand même que j'avais un problème avec les médicaments. Mais après, ça prend tellement une grosse ampleur que je ne peux plus rien faire. T'es tout seul après. T'es tout seul et t'es incompris comme Despo, quoi. Ouais, t'es incompris comme Despo. Vraiment. Et non, ils peuvent rien faire. Et la famille, ils peuvent... et même, voilà, comme je disais, c'est tabou. Enfin, on parle pas de ça. Et Ouais. après, nous, on sont jugés, voilà, et tout. Donc, on garde ça pour nous, quoi. Et aujourd'hui, en tout cas, ce qu'on retiendra, c'est que tu es officiellement guéri. Et donc, les opiacés, tu les as stoppés quand? J'ai stoppé l'année dernière, il y a 1 an, au mois de mars dernier. Et qu'est-ce qui t'a fait arrêter? Bah, j'ai pris conscience que ça y est. Bah, déjà, je commençais à avoir beaucoup de conséquences, c'est-à-dire de conséquences dues à la dépendance dans ma vie. Lesquelles? Perte de travail, je pouvais pas garder un travail normalement. Se retrouver en garde à vue, on sait pas pourquoi. Ok. Faire des crises d'épilepsie parce qu'on a un manque de médicaments. Crise de paranoïa? De paranoïa, dépression extrême, rester isolé pendant des mois et des mois dans la chambre. Moi, j'ai resté 3 mois des fois sans sortir de ma chambre. Parce que j'étais en dépression, parce que j'ai essayé d'arrêter tout seul, en fait. Et quand tu essaies d'arrêter, bah, psychologiquement, t'es mort. T'es vide. Donc, tu peux pas sortir. Puis voilà, les accidents de voiture. Combien de fois je me suis retrouvé dans des murs, à cartonner des voitures en face de moi, à dormir au volant, je me réveille, il y a 15 personnes en train de taper sur la voiture. C'est tous ces trucs-là, en fait, toutes ces choses qui nous arrivent à cause de la dépendance et et comme j'ai dit, c'est le dernier accident de voiture que j'ai fait. Le lendemain, voilà, je me suis réveillé. Je pensais que j'avais mon véhicule. J'avais plus mon véhicule parce que la veille, j'avais fait un accident. Après, du coup, le dépanneur et tout, avec un pote à moi, ils m'ont envoyé les photos de la voiture. J'ai vu les photos, j'ai flippé. Et aussi, dans ma tête, je commençais à vriller aussi. Je pouvais devenir fou. Pour moi, enfin, je commençais à devenir fou, en fait. J'avais plus... T'étais violent aussi? Ouais, ça m'arrivait d'être violent, bien sûr. Bien sûr. De t'en prendre physiquement à des gens? Physiquement, c'était plutôt quand je voulais avoir des médicaments, par exemple. Mais oui, je pouvais menacer des gens dans la rue pour un oui, pour un non, sans m'en prendre à ma famille, pas physiquement, mais je pouvais casser des trucs chez moi, par exemple. Pareil, au travail, je pouvais faire n'importe quoi au travail, dormir toute la nuit, m'énerver sur les collègues. Enfin, partout dehors, je m'énervais pour un oui ou pour un non. En fait, je contrôlais plus ce que je disais, ce que je faisais. T'as tellement une colère qui est intense que tu... Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as retrouvé un semblant de vie normale? Franchement, oui. Bien sûr. Ouais. Ouais, oui, largement. Tu fais quoi là aujourd'hui, par exemple? Bah, je suis là déjà. Ouais, mais ça c'est bien, ça c'est très bien. Je suis là déjà devant un micro et en face de toi en train de parler, d'essayer de transmettre tes messages. C'est magnifique. Et je veux dire, t'as repris une activité sportive, par exemple, des choses que tu ne pouvais pas faire à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui, déjà, ça, c'est quelque chose que tu peux profiter pleinement? Oui. Le sport, je peux faire du sport. Après, j'ai toujours été sportif, mais jamais été constant. Et parce que j'ai toujours dû arrêter à un certain moment à cause de la drépano, parce que les crises allaient arriver, etc. Et du coup, là, le sport, par exemple, c'est ce sujet-là. Quand je vais trop loin dans le sport, quand je commence à faire trop d'efforts,
alors que je suis guéri, et ben, je me dis, il faut que j'arrête parce que je vais avoir une crise de drépanocytaire. T'as toujours ces stigmates. Je suis toujours, psychologiquement, je suis malade. Ouais. Je suis malade. Physiquement, je n'ai plus la maladie, mais psychologiquement, je suis atteint. Ça veut dire que quand je vais faire des choses, bah, il y a toujours la drépanocytose qui va me contrer, en fait. Et le sport, quand j'arrive à un stade où je pousse beaucoup, où ça fait 6 mois que je suis en train de faire beaucoup de sport, et ben, je vais me dire, faut que j'arrête, parce que là, je vais tomber malade. Et ça a un impact. Et pour revenir à ta question, oui, là, je travaille. Et psychologiquement, oui, il y a du travail, hein, parce qu'il y a des blessures, il y a des traumas. Mais je souris, je suis heureux. Franchement, j'arrive même pas à l'expliquer, parce que j'ai jamais été comme ça, et je comprends même, comment dire, c'est un apprentissage, en fait. Ouais. J'apprends à vivre heureux. Voilà. Sans mettre de masque, sans me cacher. Ça y est, j'ai beaucoup appris, en fait. Et tout ce que je suis en train de faire, ouais, je travaille avec des dépendants, je vais en réunion, etc. Je fais beaucoup de choses, je fais énormément de choses, et c'est des choses que j'aurais jamais pu faire avant. Magnifique, Niaki. C'est beau. Et je suis vraiment heureux de te voir comme ça, déjà avec ce beau sourire, c'est terrible. Et tu sais, tout à l'heure, tu parlais de Despo. C'est quoi, toi, tes centres d'intérêt? T'écoutes un peu de musique? Tu fais, ouais? J'écoute beaucoup de rap. C'est vrai? Ouais, j'écoute beaucoup de rap. J'écoute du rap conscient, on va dire. J'aime bien le rap où les rappeurs, ils se livrent, en fait. Comme Despo. Ouais. Ils se livrent, Despo. On ne comprend pas forcément, des fois. Despo. On ne comprend pas, exactement. Big up, gros big up à Despo. Et moi, je comprends pas, par exemple, Despo dans tout ce qu'il dit. Tu comprendras après. C'est ça. Mais en tout cas, il y a un ressenti, il y a un truc qui dégage qui me touche beaucoup. Et son histoire aussi, pareil, elle me touche beaucoup, parce que je me reconnais dans son histoire. Absolument. C'est ça. Et franchement, ouais, mes centres d'intérêt, après, j'ai un grand centre d'intérêt, là, j'ai un gros truc derrière la tête. Ouais. Mais je vais pas le dire ici encore. C'est vrai? Non. Tu veux pas le dire? Non. Allez. Franchement, c'est de faire un film, hein. D'être réalisateur. J'aimerais vraiment raconter mon histoire, moi, dans un film. Vraiment. Et vraiment, après, que ce soit pas centré sur mon histoire, hein, mais vraiment centré sur aussi le milieu où mon histoire où j'ai vécu mon histoire. Par exemple, au quartier. Tu vois, comment la dépendance, elle est vue au quartier, comment elle est vue dans tout cet environnement-là. Moi, qui m'a empêché de me rétablir. Tu vois. Et c'est pour montrer toutes ces choses-là, en fait. Et montrer qu'il y a de l'espoir, et montrer en tout cas, moi, tous les trucs qui m'ont empêché de me rétablir. En tout cas, c'est tout le mal que je te souhaite. Franchement, tu es ambitieux, et avec ton CV, venir parler posément de ton ambition, de ce que tu as traversé, moi, je te dis que merci. Et je suis persuadé que ça aboutira. J'espère. C'est bien, c'est bien. En tout cas, Niaki, honnêtement, au nom de toute l'équipe de We Hustle, nous te remercions pour ta venue, pour ce que tu es. Merci. Cette bonté qui te caractérise. Et il y a un truc que j'ai pas dit. Dis-moi tout. Un truc qui me tient à cœur, moi. Comme je viens de le dire, la dépendance dans les quartiers. Il y en a beaucoup de dépendants dans les quartiers. De beaucoup de drogues. Et moi, c'est vraiment ce message que je veux transmettre. C'est, voilà, il y a beaucoup de dépendants au shit, à l'alcool. Il y a d'autres produits, plus durs, plus nocifs. Mais on n'en parle pas. Exactement. Voilà, on n'en parle pas. Les dépendants restent avec les dépendants. C'est-à-dire que les fumeurs de shit vont rester avec les fumeurs de shit. Les alcoolos vont rester avec les alcoolos, etc. Et il faut prendre cette conscience-là qu'ils ont une maladie, en fait. Qu'ils sont dépendants, c'est une maladie. Et ils le savent au fond d'eux, hein. Parce que moi, je sais que tous les dépendants à ces produits-là, ils ont tous essayé d'arrêter, hein. Mais ils n'ont pas réussi. Parce que c'est une dépendance, ils sont malades. Ils ont sûrement tous ressenti ces symptômes de manque. Et c'est tellement dur qu'ils reprennent leurs produits. Mais moi, le truc que je veux transmettre, c'est
ne pas avoir honte. Tu vois. Et souvent aussi, la dépendance, elle est liée à des pathologies psychologiques. Elle est liée à de la dépression. Elle est liée à des traumas d'enfance. Elle est liée à de l'anxiété, à de la sous-estime, à tout ça, en fait. Exactement. Et tant qu'on travaille pas tout ça, en fait, eh ben, on restera dans notre dépendance pour cacher, en fait, notre mal-être, pour cacher nos traumas. Et comme nous, on se livre pas, on se livre à personne, on est des armoires, on est des murs. Ça crée un désastre. Ça crée un désastre, en fait. On a honte d'aller parler à autrui, puisque voilà, nous, chez nous, on est des bonhommes, hein, donc on assume nos problèmes, etc. Mais on est en train de se suicider graduellement, en fait. On se rend pas compte. Il faut assumer. Si t'es bipolaire, t'es bipolaire. Et ton produit que tu prends pour cacher cette bipolarité, Exactement. elle est en train de te tuer. Exactement. Et après, tu peux devenir schizophrène. Et après, après la schizophrénie, tu peux partir dans la folie extrême. Exactement. Donc, faut se soigner. Faut vraiment, si vraiment on sent qu'on a un problème, va consulter un médecin, un psychologue, un psychiatre. Voilà. Et il pourra t'aider vraiment à à voir la pathologie que t'as et pouvoir, t'accompagner dans cette maladie et d'arrêter de nous flouter, de cacher tout avec nos produits, l'alcool, etc. On se juge, etc. alors qu'on est tous pareils. Enfin, franchement, c'est un gros travail qu'il y a à faire. C'est un sujet, on pourra en parler pendant 15 heures. Mm-hmm. C'est un sujet, moi, vraiment, qui me touche beaucoup. Et voilà, et indépendant, voilà, si tu veux sortir de ta dépendance, sors de ta zone. Tu peux pas te rétablir si tu restes avec des personnes qui sont dépendantes. Je suis persuadé. Sors, va avec d'autres personnes qui vont t'aider, des personnes compétentes et des personnes qui vont t'écouter. Parce qu'on s'écoute pas entre nous. On a le même problème. C'est normal que un tel, il va te dire j'étais le problème, mais il s'en fout, il a le même problème, lui. Exactement. Voilà. Exactement. Lui-même, il est perdu, en fait. Donc voilà, moi, c'est le message que je vais faire passer. J'espère que ça va. Eh ben, merci, va tourner. mille merci pour témoigner. Franchement, merci. Je suis sans voix, je suis sans voix vraiment de t'être livré comme tu l'as fait, d'avoir parlé avec le cœur et surtout ce message poignant qui résonnera auprès de tous. Et ça, j'en suis persuadé. J'espère. Brisons les tabous et allons de l'avant. Exactement. Merci, Niaki. Merci beaucoup. C'était 500 avec l'homme que l'on nomme Niaki Gassama pour We Hustle. Mes paroles valent cher. Peace. We hustle, baby.